On vous a dit que les palaces étaient des lieux de rêve, mais certains murs ont absorbé tant de cauchemars qu'ils en suintent encore aujourd'hui. Et l'histoire que nous allons vous raconter n'a rien d'une fiction, car elle s'est déroulée au cœur de la France, dans un hôtel qui portait le nom innocent de Hôtel du Parc. Imaginez un instant un lieu où les lustres en cristal de Bohême continuaient de scintiller, pendant que des hommes signaient des lois qui envoyaient des milliers d'innocents vers la mort, où les tapis persans étouffaient le bruit des pas de ceux qui complotaient la déportation, où les chambres aux tentures de soie abritaient des monstres en costume 3 pièces. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'histoire réelle de Vichy et de son palace maudit, un endroit qui incarne mieux que tout autre la déchéance d'une nation et la banalité absolue du mal. Avant de plonger dans cet abîme, si vous voulez découvrir d'autres histoires que l'on vous a cachées, des vérités enfouies sous les décombres du temps, abonnez-vous maintenant car nous ne racontons pas l'histoire officielle, nous déterrons les cadavres que l'on a voulu oublier. Revenons en arrière, bien avant la tragédie, lorsque Vichy n'était qu'un mirage de bonheur bourgeois. En 1900, cette petite ville d'Auvergne était la reine incontestée des villes d'eau en Europe, un sanctuaire où la haute société française et européenne venait purifier son corps et exhiber sa fortune. Les sources thermales jaillissaient de la terre comme des promesses de jeunesse éternelle, et les médecins de l'époque prescrivaient des cures de 3 semaines minimum pour soigner tout et n'importe quoi, de la goutte au chagrin d'amour. L'hôtel du Parc fut inauguré en 1858 par un homme visionnaire qui comprit que le luxe et la santé formaient un mariage parfait pour attirer l'argent. Avec ses 3 étages, ses 200 chambres, ses salons dorés à la feuille d'or, ses jardins à la française qui s'étendaient jusqu'aux berges de l'Allier, cet hôtel devint rapidement le symbole même de la belle époque, cette période insouciante où l'Europe dansait sans savoir qu'elle courait vers le précipice de 1914. Les grands-ducs russes y séjournaient avec leurs maîtresses. Les industriels allemands y négociaient des contrats autour de flûtes de champagne. Les courtisanes parisiennes y exhibaient des robes valant plus que le salaire annuel d'un ouvrier. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre blanc veiné de gris, avec un escalier monumental dont la balustrade en fer forgé représentait des nymphes et des cygnes, symboles de pureté qui allaient devenir, 4 décennies plus tard, une ironie cruelle de l'histoire. Les chambres étaient meublées dans le style empire, avec des lits à baldaquin, des commodes en acajou, des miroirs qui reflétaient non pas la réalité, mais l'image flatteuse que les clients voulaient avoir d'eux-mêmes. On y servait des repas de 12 plats, du caviar de Russie, des huîtres de Bretagne, des truffes du Périgord, tout ce que la France pouvait offrir de plus raffiné avant que le monde ne bascule dans la barbarie. Le restaurant de l'hôtel, avec ses nappes en lin blanc et ses couverts en argent massif, était le théâtre de conversations futiles sur la mode, la politique et les scandales mondains, ces occupations d'une classe qui ne savait pas encore qu'elle allait mourir dans les tranchées de Verdun ou les révolutions qui suivraient. Mais l'hôtel survécut à la Grande Guerre. Il survécut même à la crise économique de 1929, car Vichy avait cette capacité étrange à flotter au-dessus des catastrophes, comme si les eaux thermales protégeaient la ville d'une bulle invisible. En 1939, l'hôtel du Parc était toujours debout, toujours élégant, toujours fréquenté par une clientèle choisie qui ignorait que l'enfer approchait à grande vitesse. Puis vint juin 1940, ce mois maudit où la France s'effondra en 6 semaines comme un château de cartes sous le souffle de la Wehrmacht. L'armée allemande déferla sur le pays avec une brutalité mécanique qui sidéra le monde entier et le gouvernement français, pris de panique, quitta Paris dans un exode chaotique qui ressemblait plus à une fuite de rats qu'à une retraite stratégique. Il fallait trouver un lieu pour installer ce qui restait de l'État français, un endroit suffisamment grand pour accueillir les ministères, suffisamment discret pour ne pas attirer l'attention des Allemands, suffisamment symbolique pour maintenir l'illusion d'une continuité républicaine.
quelqu'un suggéra Vichy, cette ville sans importance stratégique, cette station thermale où personne ne ferait la guerre, et surtout cette ville qui possédait assez d'hôtels pour loger une administration entière. Le choix était à la fois pragmatique et pathétique, comme si la France agonisante avait décidé de terminer sa vie dans une clinique de luxe. Le 1er juillet 1940, le gouvernement débarqua à Vichy avec ses valises, ses dossiers, ses lâchetés et ses ambitions. L'hôtel du Parc fut réquisitionné pour devenir le cœur de ce nouveau régime, qui allait prendre le nom de État français. Un euphémisme pour masquer la réalité d'une dictature collaborationniste. En quelques jours, les chambres qui avaient accueilli des curistes en peignoir furent transformées en bureaux ministériels. Les salons où l'on jouait au bridge devinrent des salles de réunion où l'on décidait du sort de millions de Français. Et les couloirs parfumés à la lavande se mirent à sentir l'encre, le tabac et la peur. Le maréchal Philippe Pétain, ce vieillard de 84 ans qui incarnait la gloire militaire de Verdun, mais aussi la sénilité d'un homme dépassé par son époque, s'installa au 3e étage dans une suite qui donnait sur le parc. Il y vivait dans un silence quasi monacal, entouré de quelques fidèles qui le vénéraient comme un saint alors qu'il signait des décrets qui condamnaient des innocents. Sa chambre était sobre, presque austère, avec un lit en fer, un crucifix au mur, une photo de sa femme et une fenêtre qu'il gardait toujours fermée, comme s'il voulait se protéger du bruit du monde extérieur. Pétain passait ses journées à recevoir des visiteurs, à signer des papiers qu'il ne lisait plus vraiment, à écouter des rapports qu'il ne comprenait qu'à moitié, car la vieillesse avait fait son œuvre et ce héros de 1916 n'était plus en 1940 qu'une marionnette entre les mains de Pierre Laval. Laval, lui, occupait le 2e étage, et le contraste entre les deux hommes était saisissant. Là où Pétain incarnait le silence et l'immobilité, Laval était tout en mouvement, en cri, en conspiration. Sa suite ressemblait plus à une gare qu'à un bureau, avec des gens qui entraient et sortaient à toute heure, des téléphones qui sonnaient sans arrêt, des cendriers qui débordaient de mégots car Laval fumait comme un pompier nerveux. C'était un homme laid, au teint cireux, à la cravate blanche qui contrastait avec son costume sombre, un homme qui puait l'ambition et la trahison à des kilomètres. Laval détestait les Allemands, mais il les servait avec un zèle qui dépassait même leurs exigences, non par idéologie mais par calcul, car il croyait sincèrement que la France ne pouvait survivre qu'en se couchant devant Hitler. Dans son bureau du 2e étage, il négociait avec les nazis, il organisait la déportation des Juifs, il créait la milice, cette police politique qui allait terroriser la population. Et il faisait tout cela avec la conviction délirante qu'il sauvait la France alors qu'il la vendait morceau par morceau. L'hôtel devint ainsi un théâtre absurde où cohabitaient de la sénilité, la cruauté, l'illusion et la réalité, le luxe du décor et l'horreur des décisions. Les couloirs de l'hôtel du Parc étaient hantés par une faune étrange et terrifiante. Il y avait les ministres, ces hommes en costume qui avaient trahi la République pour sauver leur carrière. Il y avait les espions de la Gestapo déguisés en diplomates. Il y avait les agents de renseignement français qui espionnaient leurs propres collègues. Il y avait les secrétaires qui tapaient à la machine des lois antisémites avec la même indifférence que si elles rédigeaient des invitations pour un bal. Les murs avaient des oreilles au sens littéral, car les Allemands avaient fait installer des micros dans certaines chambres pour écouter les conversations, et les Français eux-mêmes s'espionnaient mutuellement dans une paranoïa généralisée qui transformait chaque repas, chaque réunion, chaque sourire en un potentiel piège. Le restaurant de l'hôtel continuait de fonctionner, mais l'atmosphère avait changé du tout au tout. On y servait toujours des plats raffinés, car le régime de Vichy voulait maintenir l'illusion de la normalité, mais les convives mangeaient dans un silence pesant, interrompu seulement par le cliquetis des couverts et les chuchotements prudents. Les conversations portaient sur des sujets anodins, la météo, les cures thermales, jamais sur la guerre ou la déportation, car personne ne savait qui écoutait, qui rapportait, qui trahissait. La terreur n'était pas visible, elle était diffuse,
Elle imprégnait l'air comme une odeur de moisi que personne n'osait nommer. Au troisième étage, dans son refuge doré, Pétain continuait de jouer au chef d'État alors qu'il n'était qu'un symbole vidé de son pouvoir. Il recevait des délégations de vétérans qui venaient de lui rendre hommage, des maires de petites villes qui venaient quémander des faveurs, des curés qui venaient chercher sa bénédiction, et il distribuait des poignées de main et des phrases creuses avec la bienveillance d'un grand-père gâteux. Mais quand il était seul, quand ses visiteurs repartaient, Pétain restait assis dans son fauteuil près de la fenêtre et regardait le parc en silence, et personne ne saura jamais ce qui se passait dans sa tête, s'il avait conscience de l'horreur qu'il couvrait de son prestige, ou s'il était trop sénile pour comprendre qu'il était devenu le complice d'un génocide. Un étage plus bas, Laval orchestrait précisément ce génocide avec une efficacité bureaucratique qui glace le sang. C'est depuis son bureau de l'hôtel du Parc qu'il organisa les rafles de l'été 1942. C'est là qu'il ordonna la livraison des enfants juifs aux Allemands, alors que même les nazis n'en avaient pas fait la demande. C'est là qu'il créa le service du travail obligatoire qui envoya des centaines de milliers de jeunes Français travailler dans les usines allemandes. Les décisions étaient prises dans le confort feutré de ces salons historiques, signés à l'encre noire sur du papier à en-tête officielle, tamponnés avec des sceaux républicains, et chaque signature était une condamnation à mort, chaque tampon un coup de poignard dans le dos de la nation. L'absurdité atteignait son paroxysme quand on réalisait que tout cela se déroulait dans un hôtel de cure thermale, un lieu historiquement dédié à la santé et au bien-être, un endroit où les gens venaient guérir leur rhumatisme et leur névrose, et qui était devenu le cerveau opérationnel d'une machine à broyer l'humanité. Les jardins de l'hôtel, ses allées bordées de tilleuls et de massifs de roses, servaient de décor à des promenades où les hauts fonctionnaires discutaient tranquillement de quotas de déportation, comme s'ils parlaient de statistiques agricoles. Les fontaines continuaient de chanter leur mélodie aquatique indifférente pendant que des télégrammes partaient vers Paris, ordonnant l'arrestation de familles entières. La vie quotidienne à l'hôtel était réglée comme une horloge suisse malgré le chaos du monde extérieur. Les femmes de chambre continuaient de faire les lits, de changer les draps, de nettoyer les salles de bain, et elles voyaient tout, elles entendaient tout, mais elles ne disaient rien car le silence était la seule garantie de survie. Certaines d'entre elles travaillaient pour la résistance, transmettant des informations glanées au hasard d'un nettoyage, d'une conversation surprise, mais la plupart se contentaient de faire leur travail en baissant les yeux, en fermant les oreilles, en étouffant leur conscience. Les cuisiniers préparaient des banquets pendant que le reste de la France mourait de faim à cause des rationnements. Les sommeliers débouchaient des grands crus pendant que les caves de tout le pays étaient pillées par l'occupant. Et cette inégalité criante, cette injustice absolue, personne à l'hôtel du Parc ne semblait la voir ou vouloir la voir. En 1943, la situation se dégrada encore. Les Alliés débarquèrent en Afrique du Nord. Les Allemands envahirent la zone libre et occupèrent Vichy, transformant le gouvernement fantoche en une marionnette encore plus grotesque. L'hôtel du Parc se remplit d'uniformes allemands, de bottes qui claquaient sur le marbre, de voix gutturales qui résonnaient dans les couloirs. Les officiers de la Wehrmacht et de la Gestapo prirent leur quartier dans les plus belles suites, reléguant les Français dans des chambres de plus en plus petites, de plus en plus humiliantes. Pétain lui-même dut accepter la présence permanente d'un officier de liaison allemand qui s'installait dans une chambre adjacente à la sienne, un gardien déguisé en conseiller. La milice, cette police politique créée par Vichy pour traquer les résistants et les juifs, établit également son quartier général dans des bâtiments annexes de l'hôtel. Ces miliciens, recrutés parmi les pires éléments de la société française, les opportunistes, les psychopathes, les lâches en quête de pouvoir, terrorisaient la région avec une brutalité qui dépassait parfois celle des Allemands eux-mêmes. Ils arrêtaient, torturaient, exécutaient, et ils le faisaient au nom de la France, au nom de Pétain, au nom d'une idéologie nauséabonde qui mélangeait antisémitisme, fascisme et ressentiment social.
L'hôtel du Parc devint ainsi non seulement le cerveau, mais aussi le cœur battant de la collaboration, le lieu où convergeaient toutes les formes de trahison possibles, de la haute trahison politique de Laval à la trahison morale des fonctionnaires qui appliquaient les ordres, de la trahison physique des miliciens qui torturaient leurs compatriotes à la trahison silencieuse de ceux qui savaient et ne faisaient rien. Les murs de cet hôtel absorbaient toute cette noirceur, toute cette violence, toute cette lâcheté, et ils en gardent encore aujourd'hui l'empreinte invisible mais indélébile. Au printemps 1944, quand les Alliés débarquèrent en Normandie et que la défaite allemande devint inévitable, l'atmosphère à l'hôtel du Parc changea radicalement. La peur changea de camp. Ceux qui avaient été les maîtres arrogants pendant 4 ans devinrent des animaux traqués qui sentaient approcher le châtiment. Laval commença à chercher désespérément des contacts avec les Américains, espérant négocier une sortie honorable, une fuite dorée qui lui épargnerait le tribunal et la corde. Pétain, dans sa bulle sénile, continuait de croire qu'il serait accueilli en héros par la France libérée, que les Français comprendraient qu'il avait tout fait pour les protéger, une illusion pathétique qui montre à quel point il était coupé de la réalité. Les fonctionnaires commençaient discrètement à détruire des documents compromettants, à effacer des traces, à préparer des alibis. Les miliciens, eux, redoublèrent de violence dans une dernière orgie de cruauté avant la fin, comme des bêtes blessées qui mordent plus fort quand elles sentent venir la mort. Le 20 août 1944, les Allemands décidèrent d'évacuer Vichy et d'emmener avec eux le gouvernement de Pétain. Ce fut une scène digne d'une farce tragique. Le vieux maréchal fut littéralement kidnappé par les nazis et emmené de force vers l'Allemagne comme un otage de luxe, comme un trophée encombrant qu'on ne savait plus quoi faire. Laval le suivit, non pas par fidélité mais par calcul, car il savait que rester en France signifiait la mort immédiate. Une colonne hétéroclite de voitures officielles, de camions chargés d'archives, de ministres en fuite et de miliciens paniqués quitta l'hôtel du Parc dans la précipitation, abandonnant derrière elle des chambres en désordre, des coffres-forts ouverts, des documents éparpillés. L'hôtel fut vidé en quelques heures, comme si on évacuait un navire en train de couler, et le silence qui s'installa après leur départ était assourdissant, comme un soupir de soulagement des murs eux-mêmes. Ils finirent à Sigmaringen, cette petite ville allemande où le gouvernement de Vichy reconstitua une parodie grotesque d'État français en exil, un théâtre d'ombre peuplé de fantômes politiques qui refusaient d'accepter que leur règne était terminé. Là-bas, dans un château médiéval qui ressemblait à un décor d'opérette, Pétain et Laval continuèrent à jouer leurs rôles respectifs jusqu'à l'effondrement final du Reich en mai 1945. Puis vint le retour, les procès, la justice. Laval fut jugé, condamné à mort et exécuté en octobre 1945 après avoir tenté de se suicider au cyanure. Un geste désespéré qui échoua et le laissa agonisant, vomissant, humilié, avant d'être traîné devant le peloton d'exécution. Pétain, lui, échappa à la mort en raison de son grand âge. Il fut condamné à la dégradation nationale et à la détention perpétuelle, et il finit ses jours sur l'île Dieu, dans une forteresse humide où il mourut en 1951 à l'âge de 95 ans, toujours convaincu selon certains témoignages qu'il avait sauvé la France. Un dernier mensonge qu'il se raconta jusqu'à son dernier souffle. L'hôtel du Parc, lui, survécut physiquement mais mourut symboliquement. Après la libération, personne ne voulait y séjourner. L'hôtel était devenu un lieu maudit, un endroit que les Vichysois eux-mêmes évitaient, comme si la peste noire avait imprégné ses murs. On essaya de le reconvertir, de le transformer, de lui redonner une fonction normale, mais rien n'y fit. Comment attirer des touristes dans un bâtiment qui avait été le quartier général de la collaboration? Comment vendre du rêve dans un lieu qui avait organisé des cauchemars? L'hôtel changea plusieurs fois de propriétaire, fut transformé en immeuble d'habitation dans les années 1950, divisé en appartements privés, dépouillé de ses ors, de ses lustres, de son faste.
Les salons où Laval complotait devinrent des salons bourgeois avec des canapés en velours et des télévisions. Les chambres où dormaient les ministres devinrent des chambres d'enfants avec des posters au mur. Les couloirs où rôdaient les espions devinrent des couloirs anonymes où passent des gens ordinaires qui ne savent peut-être même pas l'histoire du lieu qu'ils habitent. Mais l'histoire ne disparaît jamais vraiment. Elle reste tapie dans les fondations, dans les pierres, dans l'air lui-même. Aujourd'hui, l'ancien hôtel du Parc est une copropriété privée fermée au public. On ne peut pas le visiter, on ne peut pas entrer, on peut seulement le regarder de loin depuis la rue. Ce bâtiment cossu aux volets fermés qui ressemble à tous les immeubles cossus de province. Une plaque commémorative a été posée sur la façade. Une petite plaque discrète qui rappelle en quelques lignes que c'est ici que siégea le gouvernement de Vichy de 1940 à 1944. Mais rien de plus, aucun musée, aucun centre d'interprétation, aucun effort réel pour transformer ce lieu en espace de mémoire. La France a du mal avec Vichy, elle a toujours eu du mal, car reconnaître pleinement cette période signifie reconnaître que la collaboration ne fut pas l'œuvre de quelques traîtres isolés, mais d'une partie significative de la société française, de l'État français, de l'administration française. L'hôtel du Parc est le symbole physique de cette vérité inconfortable, et c'est peut-être pour cela qu'on préfère le laisser dans l'ombre, le transformer en immeuble banal, effacer sa mémoire plutôt que de l'affronter. Les habitants actuels de l'immeuble vivent-ils hantés par cette histoire? Ressentent-ils quelque chose de particulier en marchant dans ces couloirs, en dormant dans ces chambres? Certains disent que oui, qu'il y a une atmosphère étrange, un malaise diffus, des bruits inexplicables la nuit, des ombres qui passent dans les coins de l'œil. D'autres haussent les épaules et disent que ce ne sont que des superstitions, que les pierres n'ont pas de mémoire, que le passé est le passé. Mais la vérité se situe probablement entre les deux. Les murs n'ont peut-être pas de mémoire au sens magique du terme, mais ils portent l'empreinte de ce qui s'y est déroulé. Et ceux qui sont sensibles à l'histoire peuvent ressentir ce poids invisible, cette lourdeur qui émane des lieux où l'humanité a failli. Vichy elle-même reste marquée par cette période. La ville a essayé de passer à autre chose, de redevenir une simple station thermale, de vendre ses eaux curatives et son architecture belle époque. Mais le nom même de Vichy est à jamais associé à la collaboration, au point qu'il est devenu un adjectif, un qualificatif péjoratif. Dire qu'un régime est vichiste, c'est dire qu'il collabore avec l'ennemi, qu'il trahit son peuple, qu'il incarne la lâcheté politique. Aucune autre ville française ne porte un tel fardeau symbolique. Bordeaux fut aussi un lieu de pouvoir allemand, Lyon fut la capitale de la Gestapo de Klaus Barbie, mais seul Vichy a donné son nom à toute une période de l'histoire nationale. Et au cœur de Vichy, au cœur de cette histoire maudite, se dresse toujours l'hôtel du Parc, silencieux, fermé, comme un secret que l'on garde enfermé dans un placard par honte ou par prudence. L'histoire de cet hôtel nous enseigne plusieurs vérités dérangeantes. La première, c'est que le mal n'a pas besoin de décors sinistres pour prospérer. On imagine toujours les lieux du crime comme des endroits sombres, sales, effrayants. Mais l'hôtel du Parc était un palace, un lieu de beauté et de luxe, et c'est précisément dans ce cadre raffiné que furent prises les décisions les plus monstrueuses. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette dissonance entre le décor et les actes, entre la beauté des lieux et l'horreur de ce qui s'y tramait. Cela nous rappelle que la barbarie n'est pas toujours brutale et visible, qu'elle peut être bureaucratique, administrative, polie, qu'elle peut porter un costume 3 pièces et dîner avec des couverts en argent. La deuxième leçon, c'est que la collaboration n'est jamais une nécessité mais toujours un choix. Laval et les autres ont toujours prétendu qu'ils n'avaient pas le choix, que collaborer était la seule façon de limiter les dégâts, de protéger la population, de sauver ce qui pouvait être sauvé. Mais c'est un mensonge, le choix existait toujours. Des milliers de Français ont choisi la résistance, ont choisi de se battre, de risquer leur vie plutôt que de se coucher. Ceux qui ont collaboré depuis l'hôtel du Parc l'ont fait par calcul politique, par ambition personnelle, par lâcheté,
par conviction idéologique parfois, mais jamais par nécessité absolue. Ils auraient pu dire non, ils auraient pu démissionner, ils auraient pu fuir, ils auraient pu résister, mais ils ont choisi la voie facile, la voie de la survie confortable, et ce choix les a transformés en complices d'un génocide. La troisième leçon, peut-être la plus importante, c'est que l'oubli n'est jamais une solution. La France a longtemps préféré oublier Vichy, minimiser cette période, la considérer comme une parenthèse, une anomalie, un accident de l'histoire. Pendant des décennies après la guerre, on a cultivé le mythe d'une France majoritairement résistante. On a glorifié la résistance en fermant les yeux sur l'ampleur de la collaboration. Ce n'est que très tardivement, à partir des années 1970 et surtout après le discours de Jacques Chirac en 1995, reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la déportation, que la France a commencé à regarder en face cette partie sombre de son histoire. Mais le travail de mémoire reste incomplet et des lieux comme l'Hôtel du Parc, qui devraient être des musées, des espaces pédagogiques, des lieux de réflexion, restent fermés, cachés, presque honteux. Imaginez ce que ce serait si l'Hôtel du Parc était ouvert au public, si l'on pouvait visiter le bureau de Laval, la chambre de Pétain, les salons où furent signées les lois scélérates. Imaginez des expositions qui expliqueraient la mécanique de la collaboration, qui nommeraient les responsables, qui raconteraient les victimes. Imaginez des visites guidées qui feraient ressentir aux visiteurs cette atmosphère étouffante de peur et de trahison. Ce serait insupportable, certainement, mais c'est précisément cette insupportabilité qui serait pédagogique. On ne combat pas la banalisation du mal en l'édulcorant, en le cachant, en le transformant en statistiques abstraites. On le combat en le montrant dans toute sa réalité concrète, dans toute sa médiocrité sordide. L'Hôtel du Parc pourrait être pour la collaboration ce qu'Auschwitz est pour la Shoah, un lieu de mémoire qui secoue, qui dérange, qui oblige à réfléchir. Mais pour cela, il faudrait une volonté politique que la France n'a jamais vraiment eue concernant Vichy. Il est plus facile de laisser ce bâtiment dormir dans son silence, de le transformer en immeuble d'habitation ordinaire, de faire comme si l'histoire pouvait être effacée par un coup de une peinture et quelques cloisons. Mais l'histoire ne s'efface pas. Elle reste là, inscrite dans la pierre, dans les archives, dans la mémoire collective, et elle attend patiemment qu'on l'affronte. Un jour, peut-être, quand les derniers témoins seront morts, quand la distance temporelle sera suffisante pour permettre un regard vraiment objectif, l'Hôtel du Parc sera enfin ouvert et transformé en ce qu'il devrait être depuis longtemps, un lieu de mémoire et d'avertissement. En attendant, il reste là, sur son avenue tranquille, avec ses volets fermés et ses secrets enfermés, comme un tombeau scellé qui garde les fantômes d'une époque où la France perdit son âme dans un palace de province. Si cette histoire vous a glacé le sang, si elle vous a mis mal à l'aise, c'est normal et c'est même souhaitable. L'histoire n'est pas là pour nous rassurer, mais pour nous instruire, et les leçons les plus importantes sont toujours les plus douloureuses. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous connaissiez l'existence de cet hôtel maudit, si vous trouvez comme nous qu'il devrait être ouvert au public. Et surtout, n'oubliez jamais que les pires horreurs de l'histoire ne se sont pas déroulées dans des cachots obscurs, mais souvent dans des bureaux confortables, signés par des gens ordinaires qui avaient juste décidé de fermer les yeux et de suivre les ordres. C'est cette banalité du mal qui est la plus effrayante, car elle nous rappelle que nous pourrions tous, dans certaines circonstances, devenir des complices si nous ne restons pas vigilants. L'Hôtel du Parc est le miroir de cette vérité inconfortable, et c'est pour cela qu'il mérite d'être connu, raconté et jamais oublié.